Perdre un sous-marin des radars est extrêmement rare, et lorsque cela se produit, l'issue est souvent grave, voire fatale. Et dans cette vidéo, c'est ce qu'on va voir, les incidents de sous-marins les plus dévastateurs et les plus impressionnants que l'histoire ait connus. Et si jamais vous êtes phobique des fonds marins, cette vidéo peut littéralement vous guérir, parce que à côté de ça, ce sera absolument rien. La Minerve S-647. Pour ce sous-marin qu'est la Minerve, nous sommes le 21 juillet 2019. Et l'épave de la Minerve vient tout juste d'être retrouvée à 2400 mètres de profondeur. Là, on est à 2,4 km de profondeur. Faut vous imaginer la distance. Plus d'un demi-siècle après sa disparition, le sous-marin vient enfin de réapparaître. Mais alors, la grande question que tout le monde se pose, que s'est-il passé 50 ans plus tôt? La Minerve est un sous-marin français d'attaque à propulsion mis à flot en 1962, puis mis en service actif dès 1964. Il fait partie de l'escadrille des sous-marins affectés à naviguer principalement dans les eaux de la Méditerranée. La Minerve est l'un des 10 autres sous-marins conçus de la même catégorie, comprenant évidemment toutes les caractéristiques relatives à l'appareil propulsif, la détection, le silence et la maniabilité. Et d'ailleurs, cette espèce d'escadron de sous-marins bien spécifiques, on les appelait les 800 tonnes. C'était leur nom, comme une team. Mais là, on est le 27 janvier 1968. C'est lors d'un exercice de détection magnétique que la Minerve coule au large de Toulon. Juste ici, comme vous pouvez le voir sur Google Maps. Et les circonstances sont très étrange. Le submersible ne dispose que d'une réserve de 100 heures d'oxygène. À ce moment-là, en fait, la météo était très mauvaise. Et à un moment donné, plus aucune communication en provenance du mastodonte. Silence radio depuis 7h55 du matin. L'alerte est évidemment donnée, on ne comprend pas ce qu'il se passe. Évidemment, c'est la panique totale. On finit par déclarer les 52 marins portés disparus face à ce silence glaçant. Silence glaçant qui, évidemment, ne présage rien de bon. Évidemment, le temps presse, l'alerte est donnée, il y a des marins qui ont disparu dans un sous-marin. Mais alors, que s'est-il passé? Deux tentatives infructueuses de recherche seront menées en 1968 et en 69, avant que la marine ne classe l'affaire secret défense. Et les raisons de son naufrage ont persisté durant 50 ans. Est-ce une torpille? Accident du tube d'aération? Un clapet défaillant? C'est grâce aux recherches sans faille des familles et des experts qui n'ont pas arrêté de travailler sur le dossier que finalement, la carcasse a été retrouvée et le mystère levé. La Minerve a été détectée par des sous-marins autonomes AUV. Évidemment, une expertise est menée et nous apprendrons par la suite que c'est au cours de cet exercice du 27 janvier 1968 que le navire à propulsion diesel avait implosé sous la pression en coulant à la suite d'une avarie de barre, avec peut-être une entrée d'eau à bord. Mais en fait, il y a un mystère qui plane encore autour de ça. Personne n'est sûr à 100%. Ce qui est incroyable avec cette histoire, c'est qu'il aura fallu 50 ans pour avoir un début de réponse. Cas numéro 2, le cas 278 comme Somolette. On est cette fois-ci le 7 avril 1989 et les lignes téléphoniques de Moscou s'affolent. Le Komsomolets a coulé en mer de Norvège, au sud-ouest de l'île aux ours. Juste là, comme vous pouvez le voir sur cette image satellite. En fait, ce sous-marin a été mis en service en 1984. Ce submersible est un véritable prototype d'une toute nouvelle catégorie de sous-marins soviétiques. 120 mètres de long et 11 mètres de hauteur, il est ainsi capable de déplacer 8000 tonnes d'eau lorsqu'il est en mouvement. Initialement, le bâtiment devait être un laboratoire afin d'étudier la résistance aux extrêmes profondeurs. Sa double coque en titane a fait de lui le sous-marin ayant la capacité de plonger la plus profonde, du moins à l'époque. Son record d'ailleurs, 900 mètres, qui n'avait jamais été égalé, les sous-marins américains n'ayant jamais à cette période atteint un tel niveau. Mais retour le 7 avril 1989, un incendie se déclare dans le compartiment numéro 7 du Komsomolets. Il est 11h. Pendant les 5 heures suivantes, l'équipage composé de 57 marins a courageusement lutté pour stopper la propagation du feu. Imaginez d'être bloqué dans un sous-marin à des centaines de mètres de profondeur avec le feu qui vous envahit et des fumées toxiques. Comment on réagit? Personne ne le sait. Seuls les rescapés le savent. Et c'est donc non sans mal que les sous-mariniers réussissent à manœuvrer pour regagner la surface. Mais l'équipage n'était pas pour autant tiré d'affaire. En effet, les hélicoptères de secours norvégiens auraient pu être envoyés, mais les marins soviétiques avaient pour ordre de ne pas demander assistance auprès des pays étrangers, sous peine évidemment d'être accusés de trahison. Et la trahison, c'était pas très bon, on va dire avant, maintenant non plus, mais avant encore pire. C'est ainsi que l'ordre d'évacuation enfin donné. Une partie des survivants a pu s'extirper du sous-marin, sauter dans l'eau glaciale et se mettre à l'abri dans un radeau. Mais une seule partie a réussi à s'extraire du sous-marin, car il y en avait 6 à l'intérieur encore qui tombaient, qui coulaient avec dans les abysses. Les 6 marins en train de couler au fond de l'océan dans le sous-marin finissent par réussir à rejoindre une capsule d'éjection dont le sous-marin était équipé. Et à 600 mètres de profondeur, ils se sont d'éjecter. Malheureusement, sur les 6 dans cette capsule d'éjection, un seul va survivre. Au total, il y aura 42 disparitions de sous-mariniers dans cette histoire dramatique. Faut imaginer ceux qui sont dans le sous-marin, qui veulent pas le quitter et qui tombent à pic, littéralement sous l'océan. Peut-être dans une tentative désespérée de le sauver, peut-être par fierté pour pas que ce soit une nation différente qui vienne les sauver. C'est pas terminé parce que des cas comme ça, il y en a d'autres. Et vous imaginez bien que quand il y a des incidents sur des sous-marins, c'est souvent très compliqué l'issue.
Cas numéro 3, le K-141, Koursk. Alors, vous avez déjà peut-être entendu parler du Koursk. Si vous n'avez pas entendu parler de cette histoire, c'est un truc de fou. Mer de Barents, une première explosion est enregistrée par un sismographe en Alaska. 2 minutes plus tard, une seconde explosion est enregistrée. La détonation est d'une telle violence que le signal sera reçu par des appareils situés jusqu'en Alaska, comme je vous l'ai dit. Notamment par des appareils qui sont conçus à la base pour enregistrer des mouvements sismiques de la Terre, mais aussi par des sismographes qui ont été placés par les militaires. Ça permet d'écouter la mer. D'ailleurs, ce drame de sous-marin est l'un des plus connus et les plus terrifiants. On est le 12 août de l'an 2000, et le sous-marin nucléaire Koursk a coulé à 108 mètres avec à son bord 118 marins. Évidemment, l'angoisse, elle est totale. Pendant 7 jours, la Russie mène plusieurs tentatives d'évacuation, refusant l'aide internationale. C'est finalement le 19 août que les Britanniques et les Norvégiens présents sur la zone viennent en aide. Est-ce qu'ils sont arrivés à temps? Pourquoi autant de tentatives de sauvetage avortées? Qu'est-ce qui s'est passé encore une fois? Le Koursk est un sous-marin à propulsion nucléaire et lanceur de missiles de croisière russes créé durant la guerre froide. Mis en service en 1994, il est long de 154 mètres, contient 9 compartiments et un déplacement en surface de 13 500 tonnes. Ce tonnage de déplacement de masse d'eau, c'est une unité de mesure. En fait, le déplacement d'un navire flottant sur un liquide, c'est défini comme la masse de ce liquide qui est déplacé. On l'exprime donc dans une unité de masse, généralement la tonne. Donc là, il est capable de bouger 13 500 tonnes d'eau en avançant. Et il est capable également d'atteindre une profondeur de 600 mètres, ce qui est énorme. Il est à l'époque le plus redoutable et redouté des sous-marins. 11h28, heure locale, mer de Barents. Le 12 août 2000, une explosion d'une rare intensité surgit, comme je vous l'ai dit. Une torpille du Koursk vient d'exploser suite à une soudure défectueuse, et probablement une fuite de celle-ci. 2 minutes et 15 secondes plus tard, une seconde explosion encore plus violente retentit. Les stations de mesure sismique s'affolent. Tous les voyants sont au rouge, ça provient des fonds marins. Et là, tout le monde se demande, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi il y a des explosions dans le fond de l'océan? Mais les professionnels, ils ont tout de suite compris que c'était lié à un sous-marin. Le Koursk finit par toucher le fond marin. Ces deux explosions additionnées au choc de la hausse des températures a fait exploser d'autres torpilles. À bord, évidemment, c'est la panique. Dans les compartiments 6 à 9, seuls 23 sous-mariniers sur 118 réussissent à se mettre à l'abri. Ils se réfugient dans le 9e compartiment, contenant un sas de secours. En fait, c'est un sas qui permet vraiment d'être complètement isolé. Et dans cette partie du sous-marin, il y a une trappe en quelque sorte pour être évacué si jamais. En fait, il y a un autre sous-marin qui peut venir se ventouser dessus pour les évacuer à partir de ce compartiment. En parallèle, la Russie additionne les tentatives infructueuses de sauvetage. Et chose très étrange, aucune ne sera réussie. Alors que la Russie a envoyé des plongeurs capables de secourir à 200 mètres. Les tentatives russes seront classées secret défense et personne ne saura jamais ce qui s'est passé là-dessous. Évidemment, on imagine qu'ils étaient complètement sous-équipés. Mais c'est peut-être d'autres raisons. On ne le saura peut-être jamais. À bord du Koursk, les réacteurs nucléaires s'éteignent. Les 23 marins se retrouvent dans le noir et l'environnement hostile tombe rapidement à 0 degré Celsius. Ils sont à plus de 100 mètres de profondeur et une tentative de sortie à la nage est complètement impossible. Si vous sortez à 100 mètres de profondeur alors que vous étiez pressurisé et que vous remontez à la surface, si tant est que vous arriviez à nager 100 mètres vers le haut, vous allez faire ce que l'on appelle un accident de décompression. En fait, il y a des bulles de gaz qui vont se créer dans votre sang, qui vont remonter à votre cerveau et voilà, vous allez avoir des problèmes. Mais le 19 août, lorsque les Norvégiens et les Britanniques arrivent sur place, malheureusement, les 118 membres de l'équipage sont déclarés morts. En fait, ce qui est abominable avec cette histoire, on pourrait en faire une vidéo complète tellement qu'elle est incroyable, c'est qu'on aurait pu en sauver une partie. Et en fait, non. Par ego, ils n'ont pas voulu être aidés par d'autres nations. Il y a aussi l'histoire de protéger leur secret défense, parce qu'évidemment, les sous-marins, il y a plein de secrets défense dessus, mais il y a une partie de l'équipage qui aurait peut-être pu être sauvée, alors qu'ils n'ont rien fait. Du moins, ils n'ont pas demandé d'aide. Cas numéro 4, le K-152 Nerpa. À la base, ce sous-marin, il devait transporter seulement 80 membres d'équipage, pas plus. Sauf que le submersible, le Nerpa, transportait 208 personnes à ce moment-là. Il y a même certains survivants qui disent 224. Et tout cet équipage en surnombre était à son bord le samedi 9 novembre 2008. Il n'y a pas si longtemps de ça, c'est à peine une quinzaine d'années. Et à ce moment-là, l'Inde était en passe d'acquérir en leasing le Nerpa, un sous-marin russe à propulsion nucléaire de 108 mètres de long. Oui, c'est possible, vous pouvez faire du leasing avec des sous-marins militaires, hein, ça existe. Pour ceux qui savent pas, le leasing c'est une sorte de location longue durée où à la fin des mensualités, on décide ou pas de régler la somme restante à payer pour devenir propriétaire du bien. Ici, en l'occurrence, un énorme sous-marin à propulsion nucléaire militaire russe. Hein. Bon, ça marche pour les voitures, ça marche pour les sous-marins. Évidemment, c'était peut-être une autre sorte de leasing, mais en gros, c'est ça. Avant la mise en service officielle par le nouveau pays acquéreur, un exercice d'essai était en cours, comprenant notamment 120 techniciens, ouvriers et ingénieurs. On est le 9 novembre 2008 en mer du Japon, et 20 personnes ont péri asphyxiées lors de cet exercice. Que s'est-il passé encore une fois? Aux alentours de 18 h, un dispositif anti-incendie du submersible s'enclenche accidentellement, et du fréon se libère. Vous avez déjà peut-être entendu parler de fréon, c'est un gaz chlorofluoré, à la base de méthane et d'éthane. C'est un frigogène et un élément essentiel dans les appareils de mise à froid. En gros, c'est pour faire tourner des frigos.
frigo. Alors je sais plus si aujourd'hui on l'utilise encore parce que c'est très toxique, il a peut-être été changé. Mais en tout cas, si vous avez des vieux frigos, dedans il y a ça. Et ce gaz est présent dans les sous-marins. En cas d'incendie, il est libéré. Du moins à l'époque on l'utilisait, aujourd'hui je sais pas. L'équipage doit cependant toujours veiller à mettre des masques lorsqu'il est libéré. Et dans le cas du NERPA, le fréon s'est déversé dans un milieu clos, étroit, où je rappelle, l'espace de base est prévu pour 80-90 personnes maximum. Et dans ce cas précis, il suffisait de seulement 2 respirations avec le fréon pour mourir. Et d'ailleurs, il y a un survivant qui raconte, Sergei Antchakov, un ingénieur, et il dit ça: quand le gaz liquide est littéralement tombé sur nous, j'ai entendu une alarme et j'ai crié « Mettez vos masques à gaz !» Sauf que là encore, le bas blesse, car selon d'autres survivants, les masques respiratoires ne fonctionnaient pas tous. Donc, il y avait trop de monde à bord, pas assez de masques à gaz, et des masques qui ne fonctionnaient pas. Forcément, un incident, et c'est fini. Il y a un autre survivant qui a raconté la scène abominable qu'il a vécue. C'est Evgeny Ovzianikov, et il dit « J'ai vu des hommes en train de suffoquer, enlever leur masque respiratoire. Moi aussi j'avais un appareil respiratoire, mais il n'a fonctionné que 7 à 15 minutes, puis j'ai perdu connaissance. » Vous l'aurez compris, il y a des zones d'ombre encore qui planent sur ce drame. Mais il n'en reste pas moins une question majeure. Est-ce que cette alarme incendie aurait été déclenchée volontairement pour faire un test? C'est une vraie question qui a été posée. En fait, on les a envoyés faire un exercice, mais est-ce que finalement... Bref, bien de mystère sur cette histoire, mais il en reste d'autres. Cas numéro 5, le S-42 San Juan. On est le 17 novembre 2017, on est encore plus proche que ceux d'avant. Le commandement de la marine argentine indique ne plus avoir eu de contact avec le sous-marin ARA S-42 San Juan. Et ce depuis plus de 2 jours. Si pendant 2 jours, vous n'avez plus d'infos de votre sous-marin nucléaire qui est censé être là, vous pouvez vous inquiéter. Oui, mais alors la grande question, encore une fois, que s'est-il passé? J'ai dit sous-marin nucléaire, mais non, celui-là fonctionnait au diesel. Le San Juan est un sous-marin diesel électrique de 66 mètres de long, dont la capacité de mise en profondeur n'excède pas les 300 mètres. Il est mis en eau pour la première fois en 1985 et il aura le droit à plusieurs modifications au fil du temps. C'est au cours d'une mission de surveillance dans l'Atlantique Sud en novembre 2017 que le sous-marin et ses 44 membres ont donné leur dernier signe de vie. Le capitaine de la frégate a indiqué une avarie de batterie tout en indiquant continuer leur mission. Et voici son dernier message que l'Argentine a reçu. L'entrée d'eau de mer par le système de ventilation vers le bloc de batterie numéro 3 a provoqué un court-circuit et un début d'incendie. Batterie de proue hors de service, navigation pour le moment en immersion. Ça, c'était le dernier message du capitaine. Donc le capitaine, il est quand même chaud parce qu'il y a un énorme problème de batterie. C'est pas des petites batteries, vous allez voir. Et il continue de naviguer sous l'eau. Les couilles, la burnasse sur le nez, quoi, les Ray-Ban. Une explosion soudaine est enregistrée dans sa zone. Et là, tout le monde se demande, mais est-ce que c'est ce sous-marin? Est-ce que c'est le San Juan? Eh bien, forte chance. 1 an après sa disparition, le sous-marin a été localisé. Il est entier, à 870 mètres de profondeur et à 400 km de la Patagonie, le 16 novembre 2018, par la société Ocean Infinity. Ocean Infinity étant une société de robotique marine américaine qui, pour information, gère aussi les recherches des débris du vol MH370 de Malaysia Airlines. Mais tout ça, c'est une autre histoire. Qu'est-il arrivé finalement à notre San Juan, notre sous-marin? Selon ce que l'on sait désormais du drame, le sous-marin a implosé sous l'effet de la pression suite à une défaillance technique majeure, ce qui corrobore la thèse de l'explosion perçue par les radars. En fait, l'implosion, elle va aussi créer une onde de choc. Donc c'est possible qu'il ait eu une forte décompression suite à un problème quelconque, notamment qui a ouvert la coque. Du coup, il a implosé, il s'est tout simplement écrasé sur lui-même, mais ça a créé une onde de choc qui a été captée. Il faut savoir qu'un sous-marin de cette envergure est généralement équipé de 4 batteries de 50 tonnes chacune. C'est-à-dire que chaque batterie fait 50 000 kilos. C'est énorme. Elles contiennent du plomb et de l'acide sulfurique à l'ancienne. En cas de surchauffe, elles peuvent émaner de l'hydrogène qui explose au contact de l'oxygène. Notamment la moindre étincelle dans l'hydrogène ou de l'oxygène, c'est fini. San Juan a donc implosé et s'est mis à couler jusque dans les fonds marins, emportant avec lui ses 44 passagers. Je pense que parmi vous, il y a beaucoup de gens qui ont la phobie des fonds marins, notamment vous aimez voir vos pieds quand vous nagez. Mais quand on entend des histoires comme ça, avec des hommes qui sont tombés à plus de 100 mètres, 200 mètres, 800 mètres de profondeur dans l'eau, et qui sont restés bloqués parfois plusieurs jours, on peut quand même relativiser quand nous, on nage dans une piscine. À très vite, chez Toony, abonnez-vous, laissez des pouces, évidemment ça aide beaucoup la chaîne, vous le savez. Au revoir.